êtes élu, quelles seront les 3 mesures ou décisions prioritaires que vous comptez prendre et comment les mettrez-vous en place? Au regard de ce qui nous réunit ce matin, la question de la transition écologique, moi j'ai 41 ans, j'ai 2 enfants, je considère que c'est pas un parti. Oh, pardon. Au regard de l'enjeu de la transition écologique, moi je disais j'ai 41 ans, j'ai 2 enfants, je considère que c'est pas un parti, qu'on a une génération pour le faire et qu'on a beaucoup de chance, c'est qu'à l'échelle d'une ville, on peut faire beaucoup de choses et prendre notre part sur des sujets très variés. On peut développer des mobilités propres et des mobilités douces, parce que la qualité de l'air dans Bordeaux aujourd'hui n'est pas acceptable. Quand vous habitez le long des cours, le long des boulevards, comment est-ce qu'on améliore la qualité de l'air? En développant des mobilités propres. J'ai fait des propositions sur les 200 km de pistes cyclables à vélo. Mais on ne mettra pas tout le monde sur un vélo. Comment est-ce que tous nos transports collectifs sont zéro émission d'ici 2026. Et je vais même plus loin pour améliorer la qualité de l'air. Je souhaite que tous les camions de livraison qui rentrent dans Bordeaux soient zéro émission d'ici 2026. C'est 500 000 km parcourus chaque jour sur la métropole. Il faut qu'on traduise la transition écologique dans des actes concrets. Qualité de l'air, ça c'est le premier point. Deuxième élément, rattraper tout de suite notre retard sur la place de la nature dans la ville. Aujourd'hui, Bordeaux est en retard. Et donc ça rejaillit sur plusieurs sujets, sur la question de la qualité de l'air, parce que vous savez que la nature dans la ville, ça absorbe du CO2, ça fait baisser les températures en période de très forte canicule, et on doit se préparer à avoir demain, à Bordeaux, des étés de plus en plus chauds, peut-être plus 1 degré, plus 2 degrés. Comment est-ce qu'on vit mieux dans la ville? Et puis troisième élément, vous m'en demandiez 3, moi je crois qu'il faut tout miser sur les enfants et sur les jeunes générations. Et je veux faire des écoles les lieux emblématiques de la transition écologique. Tout miser sur les écoles, à la fois dans la végétalisation des cours d'école, dans l'alimentation. Il faut lier transition écologique et transition alimentaire. La qualité de l'alimentation que nous servons à nos enfants, qui respecte à la fois une qualité environnementale, c'est-à-dire du bio, mais aussi du local. Parce que notre empreinte environnementale, elle est très liée aux modalités de transport. On a une chance énorme en ayant un territoire au-delà de la métropole, agricole, trier, composter dans les écoles, former aux éco-gestes. Parce que les enfants aussi, on doit tout miser sur eux, parce que c'est les générations qui arrivent, on leur doit cette transition écologique, et parce que c'est souvent les meilleurs prescripteurs pour les adultes. En disant, il faut qu'on se convertisse avec des gestes plus respectueux de l'environnement, comment on trie différemment les déchets. Donc voilà les trois mesures. Je pourrais vous parler mais on aura l'occasion d'y revenir, de la collecte des déchets, la valorisation des biodéchets. Mais je crois que c'est 3 mesures fortes sur la qualité de l'air, sur les transports et sur les écoles qui doivent permettre de faire de Bordeaux une ville exemplaire en matière de transition écologique. Le module 1, c'est la participation citoyenne. Nous allons vous exposer une situation qui a eu lieu à Bordeaux. Dans le cadre du projet de réhabilitation de la place Gambetta, la municipalité a décidé de l'abattage de 18 marronniers, sains et parfaitement adaptés à leur environnement. Le 22 novembre 2018 à l'aube, autant dire dans le dos des citoyens. Elle l'a fait en dépit de l'avis des experts, en dépit de l'avis des citoyens, majoritairement opposés au projet. Ils ont exprimé leur opposition lors des procédures réglementaires de concertation. En dépit de la mobilisation citoyenne massive et liguée pour tenter de sauver les arbres, en dépit de la pétition lancée par le collectif des marronniers de Gambetta qui a accueilli 11 000 signatures, en dépit des 2 contre-projets que le collectif a formulés et qui épargnaient les arbres, en dépit des marches, des dizaines d'articles, des sujets TV diffusés sur la question, etc. Cette situation locale éclaire plusieurs problèmes significatifs de la crise écologique et sociale actuelle, le refus de la prise en compte du vivant au profit de la gentrification de la ville, etc. Le déficit considérable de démocratie qui s'est exprimé selon nous à Bordeaux par un mouvement des Gilets jaunes très significatif, c'est un autre indicateur et pas des moindres à nos yeux. Dans ce contexte, notre question est la suivante. Comment comptez-vous intégrer dans le fonctionnement et l'organisation de la municipalité la participation citoyenne, certes au niveau consultatif, mais surtout au niveau décisionnel? Alors c'est vrai que la place Gambetta elle illustre beaucoup des difficultés de la mandature actuelle, la manière dont on gère la ville. D'abord, on ne peut pas dans un premier temps dire il faut planter des arbres, et quand on a des arbres, les abattre. On a un retard considérable, et ce n'est pas une question esthétique, c'est une question de qualité de vie, c'est une question de santé publique. Et moi, souvent je dis aux maires actuels, c'est des paroles et des actes.
on se repeint en vert à quelques semaines des élections municipales, et quand on doit agir sur la place Gambetta, mais vous pourriez citer également la place Tourny complètement minérale, avec des bancs, mais aucune place pour la nature, les végétaux, des arbres, il y a différentes formes de place de nature. Donc, premier élément pour moi, c'est que quand on a un retard comme le nôtre, ben, on ne peut pas couper des arbres sans penser à la conséquence que ça a. Puis surtout, ça dit quelque chose sur la réalité, la sincérité de l'engagement de l'équipe actuelle. Deuxième élément que vous avez pointé du doigt, la gentrification de Bordeaux. Je l'ai dit à plusieurs reprises, je suis très inquiet du fait que les classes moyennes quittent Bordeaux. Parce qu'une ville sans ces classes moyennes, d'abord c'est plus une ville, c'est une ville qui ne fonctionne plus. Regardez les difficultés pour recruter les aides puéricultrices dans les crèches, les soignants à l'hôpital. Pourquoi? Parce qu'ils habitent de plus en plus loin, à 1 heure, 1 heure et demie. Comment on fait? Donc c'est pour ça que moi je propose une politique du logement qui les fait revenir. Et alors pour venir sur la question fondamentale que vous posiez, au fond la place des citoyens. Et c'est vrai qu'on a vu plein de consultations qui n'ont pas été sincères. Vous citiez la place Gambetta, je peux vous citer le bus à haut niveau de service qui doit passer à Saint-Seurin, pour lequel elle a été attaquée, et que le juge a considéré qu'elle n'était pas faite dans les règles. Et donc on a des problèmes de sincérité de la consultation. Moi, et ça avait été un débat notamment pendant la crise qu'on a traversée, moi je n'ai pas peur d'un droit d'initiative citoyenne. Je pense qu'au-delà entre les échéances électorales, les 6 années, il faut laisser de la respiration démocratique locale. J'ai proposé dans mon programme de créer un droit d'initiative citoyen dès l'instant où 10% des inscrits à Bordeaux considèrent qu'il y a un gros sujet et que le conseil municipal doit s'en saisir délibéré. Et moi je crois que c'est très important pour rapprocher les citoyens de ces élus. Et puis deuxième dimension, vous parliez de la consultation, de l'association plus que de la consultation. Moi je souhaite créer une ville avec des quartiers beaucoup plus proches en proximité, passer de 8 à 16 quartiers, et faire vivre à la maille de chacun de ces quartiers une vraie démocratie locale. Non pas des conseils de quartier où la moitié ou un tiers sont nommés par la ville, par la mairie, mais de faire vivre où on construit ensemble, on a un budget propre, on organise des ateliers citoyens, on se réapproprie l'espace public, parce que je crois que c'est comme ça qu'on fait une ville. On ne peut pas juste subir des évolutions. Je crois que désormais, l'âge est à une pratique à l'exercice du pouvoir beaucoup plus horizontale, en mettant les citoyens dans l'évolution de notre vie. Donc maintenant on va passer plutôt aux questions de mobilité et donc de pollution de l'air, et vous verrez pourquoi également malheureusement la pollution de l'eau. Donc une première question en 3 minutes, comment comptez-vous améliorer la mobilité en ce qui concerne les zones périurbaines? Alors, on a un sujet de mobilité sur l'ensemble de l'agglomération. 3e métropole la plus embouteillée. Et aujourd'hui, les problèmes de mobilité, je vais vous dire, frappent nos citoyens les plus fragilisés. Parce que ce sont eux qui ont dû, chassés par les prix de l'immobilier, il faut dire ce qui est, ils se sont éloignés de plus en plus. Et aujourd'hui, honnêtement, c'est eux qui subissent le fait qu'il faille maintenant, là où il fallait une demi-heure, parce qu'on arrive de Saint-André-de-Cubzac, il nous faut... Il nous faut maintenant 1 heure, 1 heure et demie pour venir. C'est eux qui sont frappés de plein fouet, et c'est un peu la double peine, parce que d'une part, ils n'ont pas pu rester, et d'autre part, ils subissent... Donc, moi, j'ai proposé qu'on agisse directement et sans attendre, parce qu'on ne peut pas remettre les questions de mobilité à dans 25 ans. Donc, il faut qu'on apporte à toutes celles et ceux qui sont éloignés des solutions, mais des solutions rapides. On ne va pas s'en remettre à un grand contournement, une infrastructure qui mettra 25 ans. Et donc, moi, mon idée, c'est de dire qu'il faut utiliser différemment les infrastructures qui sont là. D'abord, le ferroviaire. Quand vous habitez à l'extérieur de la métropole, si demain on fait le RER métropolitain, ça permet de prendre le train pour rejoindre en 15 minutes, par exemple, la gare Saint-Jean depuis Saint-Loubès. Mais vous allez poser la voiture et surtout éviter de vous fatiguer le matin et le soir avec des temps de trajet incroyables. Donc là, il faut qu'on fasse le RER métropolitain. C'est une priorité plutôt qu'un énième projet d'infrastructure. Deuxième élément, moi j'ai proposé qu'on transforme la rocade. La rocade, c'est le point noir sur lequel on est tous impactés au quotidien parce qu'on va travailler, parce qu'on a besoin de se déplacer. J'ai dit voilà, moi d'abord je veux négocier avec la ministre des Transports, Elisabeth Borne, le fait qu'on en récupère la compétence. Et là, dire, ben voilà, c'est un grand boulevard métropolitain. On doit le gérer non pas comme un axe autoroutier, mais comme un grand boulevard métropolitain. Comment je régule le trafic poids lourd?
aux heures de pointe. On n'a pas d'alternative. Il faut faire prévaloir de temps en temps quand même l'intérêt de celles et ceux qui habitent, qui travaillent ici, et pas uniquement le trafic international. Ensuite, pour ceux qui viennent de loin, comment je crée beaucoup plus de parcs relais? Parce que moi je constate, en discutant avec eux, qu'ils arrivent de loin, qu'ils pourraient vouloir poser la voiture à l'extérieur et ensuite prendre le tram, le bus, le vélo, et qui ne le peuvent pas, pour ensuite prendre des transports collectifs. Donc pour moi, c'est des solutions rapides, concrètes, qu'on peut se payer, parce qu'honnêtement, un jour il faudra en parler, mais les finances de la métropole ne permettent pas de tout faire, et leur apporter aussi des réponses concrètes dans leur vie quotidienne. Parfait, merci. Une question, alors pour le coup un petit peu plus locale et d'actualité, sur la déviation du Taillan. Est-ce que le projet de déviation du Taillan correspond à votre vision de l'amélioration de la mobilité sur la métropole bordelaise? Alors, il y a une décision de justice qui est attendue sur la déviation du Taillan. Je crois que le tribunal administratif a reporté sa décision. Donc on verra ce que dit le tribunal administratif sur la manière dont aujourd'hui cette décision, ce projet a été conduit. Il faut regarder naturellement son empreinte environnementale. Il faut aussi regarder le quotidien de celles et ceux qui travaillent, qui habitent au sein du Taillan. Est-ce que cette évolution, elle permet ou pas de rendre la vie plus facile, de gagner du temps aussi, parce qu'on ne peut pas dans le même temps dire on a des temps de transport incroyables et bon, moi, comme il y a une décision de justice qui doit être prise, j'attends maintenant de voir ce que dira le tribunal administratif pour me prononcer aussi sur la sincérité de la démarche, de la consultation. Donc, sachant également que sur ce projet, il y a eu des alertes données par des hydrogéologues sur les risques de pollution que fait poser ce projet sur la nappe oligocène, c'est-à-dire les ressources en eau potable de tout Bordeaux métropole. Donc, face à ces alertes d'hydrogéologues qui ont été données, quelle est votre position? Ce qui est certain, c'est que la question de l'eau est une question fondamentale. On risque d'être confronté dans les prochaines années à une crise de l'eau, une crise de l'eau potable. Tous les experts nous le disent. Donc il faut que tous les projets qu'on développe ne soient pas antagonistes avec l'idée qu'on doit préserver l'eau potable, les ressources hydriques qu'on a dans le territoire. Je ne sais pas si ce projet, ce que vous me dites, si ce projet il impacte ou pas les ressources en eau potable. Si c'est le cas, on doit le questionner. C'est pour ça que je pense que la justice qui a été saisie, elle doit aussi regarder dans la manière dont le projet est conduit, si toutes les enquêtes ont été menées, si tous ces impacts, si l'analyse d'impact elle est exhaustive, par exemple, si elle a regardé toutes les dimensions, dont la question de l'eau. Mais la question de l'eau, c'est une question fondamentale dans les prochaines années, pour nous en particulier, mais également l'ensemble du territoire. Donc c'est une très bonne transition. Justement, quelles solutions pratiques envisagez-vous pour protéger les ressources en eau de Bordeaux Métropole en 3 minutes? Il faut qu'on soit plus innovant. Moi, j'ai envie de faire de Bordeaux, je l'ai dit, une ville labo. C'est-à-dire quoi? Il faut d'abord rattraper notre retard. Et honnêtement, en matière de transition écologique, on est très en retard sur la place de la nature, sur la question de la gestion des déchets, mais aussi innover. Et innover, c'est aussi comment je permets, dans toutes les constructions, dans l'organisation de notre espace public, par exemple, de collecter l'eau. Comment je la collecte pour la réutiliser? Comment je permets à des copropriétés, à des associations, à des quartiers, dans la vie de quartier, nos 16 quartiers décident de se saisir cette question de l'eau pour la réutiliser. C'est une ressource rare et aujourd'hui on ne réutilise pas bien l'eau qu'on pourrait réutiliser pour alimenter parfois même tous des mécanismes internes aux habitations avec de l'eau qu'on reprendrait parce que c'est de l'eau pluviale, qu'on réutiliserait dans le bâtiment pour d'autres usages, arroser le jardin ou faire fonctionner des circuits en eau. Donc ça, pour ça, il faut qu'on soit plus innovant. D'autre part, il faut, et ça c'est la responsabilité, je crois, d'un maire et du politique, sensibiliser à la question des économies d'eau. Est-ce que tout le monde est équipé en économiseur d'eau? Et c'est la raison pour laquelle, dans le projet qui est le nôtre, vous avez peut-être regardé, moi je veux qu'il y ait un service public de la transition écologique. Parce que je crois que fondamentalement, si on veut vraiment changer, il faut que chacune et chacun d'entre nous, on soit conscient, on adopte les bons gestes. Mais des fois, c'est pas facile, on ne les connaît pas. On ne sait pas ce qu'il faudrait faire pour améliorer la situation. Et c'est pour ça que je veux que dans les 16 quartiers, avec nos points de service public, qu'on soit aussi en mesure de conseiller, d'accompagner, de sensibiliser, quand vous avez une immense majorité des Bordelais qui disent « moi, je voudrais contribuer à ce combat-là, mais comment je le fais concrètement ?»
Et il y a des gestes simples qu'ils peuvent adopter. Encore faut-il les conseiller et les accompagner. Service public de la transition écologique, c'est ça son objectif. Très bien. Donc on sait, un des risques de pollution de l'eau potable, ce sont également les pesticides. Donc la loi Labbé a permis de réduire l'utilisation des pesticides dans nos villes, certes, mais cette loi ne concerne pas, par exemple, les parkings d'entreprises ou de supermarchés, les résidences privées, les voies ferrées, ni même les pelouses sportives. Si vous êtes élu, pensez-vous prendre un arrêté anti-pesticides, comme l'ont déjà fait plus d'une centaine de maires en France? Alors, au titre de notre projet, on a dit qu'il faut qu'on ait des lieux emblématiques. Des lieux emblématiques, je l'ai dit, les écoles doivent être des lieux emblématiques. On ne peut pas faire des écoles un lieu emblématique et continuer à utiliser des pesticides, par exemple, dans nos cours d'école, aux abords des cours d'école. Et j'ai même été un peu plus loin, j'ai dit, je pense que pour convertir, parce qu'on a encore un travail de conviction à faire, il faut lier sport et transition écologique. Je dis, par exemple, le stade Lescure, un lieu qui accueille 30 000 à 40 000 personnes tous les 15 jours, il faut qu'on sensibilise à cette question de la transition écologique. Et j'ai dit, je veux en faire un lieu zéro carbone, un lieu exigeant où on récupère l'eau, on évite d'utiliser des produits phytosanitaires pour entretenir la pelouse, le fait qu'on équipe de systèmes d'économie d'énergie, qu'on y soit très exigeant dans toute la partie, j'allais dire, alimentation, distribution de boissons, avec quel type d'équipement, est-ce qu'on généralise les verres à consigne. Et donc voilà, je crois qu'il faut aller honnêtement au bout du geste, c'est-à-dire que quand on considère que la transition écologique c'est une exigence pour nous, il faut pouvoir trouver des solutions alternatives. Dans nos rues, il faut utiliser d'autres méthodes pour désherber les trottoirs, par exemple, plutôt qu'utiliser des pesticides. Je vous ai vu. Autre question sur la pollution, c'est celle de la publicité. Il existe des réglementations relatives à l'usage de la publicité, notamment le règlement local de publicité intercommunale de Bordeaux Métropole. Oui. Donc pensez-vous que celui-ci soit suffisamment bien appliqué, et sinon quelles mesures prévoyez-vous pour le faire respecter? Sur la commune de Bordeaux à proprement parler, je ne vois pas beaucoup dans l'espace public de grands panneaux publicitaires qui relèveraient de la pollution visuelle, parce que je trouve ça pas beau, je trouve pas ça agréable, je trouve que ça renvoie une image de la ville qui n'est pas celle que je... Mais je dois dire que dans Bordeaux, on est assez préservé, me semble-t-il. Voilà, il y a les panneaux d'affichage de la ville, mais ça me semble être un sujet plutôt traité sur la ville de Bordeaux aujourd'hui. Les décisions bradant des grands fonciers publics favorisant in fine la spéculation immobilière plutôt que l'accès au logement pour tous, la standardisation des nouveaux quartiers et l'obsolescence programmée de ces derniers plutôt que la haute qualité de vie, l'artificialisation des sols quasi systématique plutôt que la place laissée à la nature en ville. Seriez-vous prêt à la mise en place d'un moratoire sur les grandes opérations de construction immobilière en cours ou à venir, et quelle serait votre politique afin de réinventer un modèle de développement urbain prenant en compte ces enjeux sociaux et écologiques au sein d'une ville plus aimable? Alors, vous avez raison de lier les enjeux sociaux et écologiques. Je pense qu'on ne peut pas traiter d'un côté le social, d'un côté l'écologique, les deux sont liés. Et il y en a une en particulier que vous mentionnez dans le début de votre question, dire comment on fait face à cette inflation immobilière qui repousse une partie de nos jeunes actifs, qui inquiète des seniors avec une petite pension qui ont peur que leur immeuble soit vendu et qui doivent demain trouver une location à 20 ou 30 km. Ben moi, je vais vous dire, je pense qu'il faut que la puissance publique, puisque c'est de l'intérêt général dont on parle, construire une ville, elle revienne dans le jeu. Elle n'a pas assez investi. La différence entre Bordeaux et les grandes villes, c'est que les grandes villes, les autres grandes villes, y compris les villes attractives, comme Nantes par exemple, ont investi dans le foncier. Moi, je souhaite qu'on réinvestisse dans le foncier. C'est-à-dire que la puissance publique, j'en ai donné les modalités concrètes, hein, un plan d'investissement de 300 millions d'euros, financé avec des prêts de la Caisse des dépôts de 90 ans, pour éviter cette spéculation sur le prix d'achat des terrains. Puisqu'à la fin, cette spéculation sur le prix d'achat des terrains, comme il n'y a pas beaucoup de fonciers, les promoteurs surenchérissent les uns sur les autres parce qu'ils ont envie de travailler. Je les comprends aussi. Mais à la fin, qu'est-ce qui se passe? Vous sortez des prix à la location ou à l'achat très élevés en raison du foncier. Donc on doit mettre un stop à cette dérive. Et pour ça, la puissance publique, elle doit acheter des terrains. Et en achetant des terrains, elle doit permettre de faire revenir ou de garder dans la ville
nos classes moyennes, tout simplement. Parce qu'on pourra louer à des prix moins élevés ou vendre à des prix moins élevés, en innovant aussi. Le foncier solidaire, par exemple, je ne sais pas si vous savez ce que c'est que la puissance publique, elle a acheté, et elle permet ensuite à un opérateur de logement social, un promoteur, de vendre ou de louer sans le terrain. Donc ça vous permet de sortir des prix beaucoup plus accessibles. Et ensuite, vous m'interrogez sur quelle est la place pour de nouvelles autres grandes opérations. Je crois qu'aujourd'hui, Bordeaux n'a pas besoin d'une autre très grande opération d'aménagement. Nous sommes ici sur la rive droite. Vous savez qu'il y a 30 000 personnes qui doivent arriver. Et moi, je pense que vous parliez de ville aimable. Une ville aimable, c'est quand on sort des logements, on sort aussi des espaces publics, on sort les équipements publics, les modalités de transport. Et moi, j'ai dit, non pas moratoire, mais audit complet de toutes les opérations. Et si on n'a pas de l'espace public, des crèches, des écoles, l'espace sportif qui va bien, on décalera dans le temps les livraisons des logements qui sont notamment ici sur la rive droite. Plus précisément, quel avenir envisagez-vous pour le site de la Jalère? Alors j'ai eu l'occasion de m'exprimer sur le site de la Jalère. Le site de la Jalère, il pose la question de est-ce qu'on a besoin d'une nouvelle grande opération sur Bordeaux? Je veux dire, on a besoin de digérer les grandes opérations, y compris les grandes opérations qui ne sont pas achevées. Comment est-ce qu'on va accompagner le développement de la rive droite? Comment est-ce qu'on travaille sur les nouveaux quartiers qui sont sortis? Je pense en particulier bassin à flot, Ginko. Il faut qu'on travaille le lien social, il faut qu'on travaille le commerce en proximité. Parce que ça ne suffit pas de sortir des logements. Faire une ville aimable, faire une ville humaine, ça demande maintenant de travailler sur ce qui ne se voit pas, j'allais dire. Ce n'est pas des murs, c'est faire la ville. Et je crois qu'on n'a pas besoin d'une grande opération aujourd'hui comme la Jalère, j'ai eu l'occasion de le dire. Et pour finir sur ce module, Bordeaux Métropole accueille de nombreux dépôts sauvages sur son territoire, source de pollution visuelle du sol et du sous-sol. Le traitement des déchets étant une compétence communale, comment comptez-vous procéder pour faire cesser ces pratiques? En particulier, le 10 février 2020, la loi relative à la lutte contre le gaspillage et l'économie circulaire renforce vos pouvoirs de police en la matière avec un certain nombre d'outils dissuasifs et coercitifs dès le début de la procédure. Allez-vous appliquer ces dispositions législatives en mettant en œuvre ces nouveaux outils, par exemple l'amende forfaitaire dès l'étape de mise en demeure, habilitation des nouveaux agents verbalisateurs et renforcement des moyens, mise en demeure du titulaire, du propriétaire d'un véhicule, épave, etc. Alors c'est sûr qu'on a sur la commune des sujets d'encombrants, de déchets qui sont mis sur la voie publique de manière sauvage, qui est d'abord, je le dis, pour celles et ceux qui habitent à côté, quand même une source plus que d'insatisfaction, d'énervement, sentiment d'abandon du quartier. Et je pense qu'en la matière, il faut aussi être assez strict, c'est-à-dire appliquer la loi. Mais pour ça, il faut-il encore qu'on ait des agents publics sur le territoire qui repèrent où sont les zones classiques de dépôts sauvages. Je pense par exemple à Ginko, où on sait qu'il y a un endroit où on a des dépôts d'encombrants systématiques, pour verbaliser. D'abord, informer, prévenir, et puis après verbaliser. On doit verbaliser. Il faut aussi qu'on soit un peu strict sur l'application des règles. Mais il faut aussi que nous, j'allais dire nous, la mairie, la métropole, exemplaire. Et il y a un truc qu'on fait très mal, honnêtement, c'est la gestion des déchets. Quand vous imaginez qu'à Bordeaux, on continue à mélanger nos biodéchets avec les autres déchets qu'on envoie dans les 2 incinérateurs de la métropole, à Senon et à Bègles, alors même qu'on a des communes autour de nous qui ont déjà collecté les biodéchets, en porte-à-porte, en particulier, qui ont, j'ai bien vu, 1 minute, qui ont fait ça dans les grandes villes, c'est ça s'engager sur les autres. Mais quand je vois, il y a des candidats qui mettent dans leur programme 0 déchet en 2026, voilà, moi je voudrais incarner un peu le sérieux. Bien sûr que non, on ne fera pas 0 déchet en 2026. Que ceux qui vous promettent ça sont des balivernes. En revanche, être exigeant, collecter nos biodéchets en porte-à-porte pour mieux les valoriser, les traiter, oui, ça c'est mon engagement. C'est sérieux, faisable, et d'ici 2026 on va le faire. Donc au 1er janvier 2022, les services de restauration des établissements devront proposer au moins 50% de produits de qualité et durable, dont au moins 20% de produits biologiques. Restauration scolaire. Vous avez des questions juste derrière votre feuille, si vous souhaitez. Ah oui, j'avais pas vu. Voilà. Alors, pour moi, pourquoi est-ce que l'école est fondamentale? Parce que la question de... Il faut lier transition écologique et transition alimentaire. C'est que dans mon équipe, vous ne le savez peut-être pas d'ailleurs, Antoine Tabarin, qui est chef de service en endocrino, qui lutte contre les perturbateurs endocriniens, et qui fait bien le lien et qui l'explique bien entre
ce que nous mangeons et la lutte contre le réchauffement climatique, mais aussi la transition écologique, l'alimentation, tout ça est lié. Et moi, je veux tout miser sur les enfants. Pourquoi aussi? Parce qu'à l'école, on réduit les inégalités. Comment offrir un repas moins par jour, de qualité, sans perturbateurs endocriniens, avec une faible empreinte environnementale, parce qu'on aura favorisé une filière bio, une filière locale. Donc ça, c'est notre enjeu. On veut offrir à tous nos enfants une alimentation de qualité, parce que c'est source de grandes inégalités aujourd'hui. Comment on s'y prend? Déjà, on va dire, on joue collectif. Aujourd'hui, on est dans un territoire. Nous sommes une métropole qui vit une forme de divorce avec le territoire dans lequel elle est aujourd'hui, parce qu'elle s'est beaucoup développée, que les territoires autour n'en ont pas profité. On a une chance énorme, ce sont des territoires agricoles aussi. Comment on fait vivre ces territoires en alimentant mieux, de façon plus directe, notre métropole? Et c'est ça que je veux. Je veux en faire une opportunité de cette exigence-là de qualité, et en faire aussi du coup une question sociale, parce que si on fait vivre les territoires autour, on développe nos territoires en disant vous allez nous aider à alimenter nos cantines en produits locaux, en produits de qualité, en produits bio, et même on vous aidera à vous convertir, parce que c'est ça l'avenir, et parce que investir sur nos enfants, c'est vraiment l'enjeu qui est devant nous, et c'est comme ça qu'on veut le faire. Vous n'avez pas levé le panneau, c'était bon? C'est bien. D'accord, ok. C'est parfait. Justement, avez-vous un projet pour transmettre la connaissance et le respect de la biodiversité dans notre ville? Oui, je crois que, vous allez me dire, je suis un peu obsessionnel, mais je crois que c'est beaucoup par les enfants que ça passe. Quand je dis je veux en faire des lieux emblématiques, et je veux aussi qu'on sensibilise, qu'on fasse cette pédagogie. Donc pouvoir installer des fermes urbaines, réinstaller de la biodiversité dans la ville, quand j'ai dit la reconquête végétale, dans la diversité des espèces d'arbres. Par exemple, on pourrait mettre des arbres fruitiers dans la ville. Il y a des arbres fruitiers dans la ville, et pourquoi pas? C'est une manière de sensibiliser la biodiversité. Avoir une petite ferme urbaine qui permet aux écoliers, à nos jeunes enfants, d'aller s'approprier cette question du vivant, cette question de la biodiversité, la question des saisons. En disant, quand on s'alimente en fonction des saisons. Donc moi je crois à ça, je crois aux outils pédagogiques. Je ne crois pas, je vous le dis tout de suite, à la démagogie qui existe, qui consiste à dire on va faire des fermes urbaines dans tout Bordeaux et puis on va être dans l'autonomie alimentaire. Ce n'est pas vrai, je pense que c'est vrai au titre de la pédagogie. En revanche, pour bien alimenter la métropole, il faut faire vivre les territoires autour et pas se replier de manière égoïste sur nous-mêmes, en expliquant qu'en mettant partout des fermes urbaines, on pourrait alimenter la métropole. En revanche, au titre de la sensibilisation, la biodiversité, la place des nichoirs, la place des espèces, je crois vraiment à la vertu, et notamment en direction de nos enfants. On y arrivera parce qu'on le fera tous ensemble. Donc oui, avec les associations, oui, avec nos enfants, oui, avec nos entreprises aussi. Comment les entreprises, les commerçants, les restaurateurs de Bordeaux s'engagent dans ce défi? Je veux dire, l'immense majorité sont prêts. Ils attendent juste qu'on les rassemble, qu'on dise on y va ensemble. Et d'ailleurs, ici, sur la rive droite, je souhaite qu'on crée un pôle d'excellence dédié à la transition écologique. J'ai dit, on va y installer la Cité de la transition écologique. Qu'est-ce que c'est que cette Cité de la transition écologique? C'est à la fois nos chercheurs, et on a des chercheurs qui travaillent sur ces sujets-là, à l'université, dans les écoles, au CNRS, c'est nos associations, c'est nos créateurs d'entreprises, parce qu'on peut créer de l'emploi avec la transition écologique. Ça doit être un lieu ouvert, où on comprend, on sensibilise, on informe et on en fait un projet de ville. Parce que je crois fondamentalement que c'est ensemble qu'on y arrivera. Et pour ça, il faut créer ce travail collectif. C'est pour ça que je défends le projet de Cité de la transition écologique, en faire un lieu emblématique, totem, dans lequel tout le monde se retrouve et en faire un objectif collectif. Et position de principe sur d'autres questions. En France, comme dans d'autres pays, l'aspiration démocratique des peuples est grandissante. Cette aspiration démocratique se manifeste par le biais de nouvelles formes d'action et d'expression qui émergent. Or, nous constatons une régression des libertés fondamentales dans l'exercice du droit à la participation de la vie démocratique, comme le droit de manifester, etc. Quelle est votre position par rapport à la doctrine actuelle de maintien de l'ordre? Moi, je vais vous dire, on doit toujours, et c'est notre responsabilité, concilier deux libertés. La liberté de manifester, la liberté de ne pas être d'accord, la liberté d'exprimer son mécontentement. Et je pense qu'il faut toujours permettre, c'est une liberté constitutionnelle. Et on doit aussi
la concilier avec la liberté de circulation, la liberté d'entreprendre, parce que tout le monde n'est pas... voilà, tout le monde doit pouvoir vivre dans la ville. Et je crois que la difficulté du maintien de l'ordre, la ligne de crête, c'est ça. C'est permettre à ceux qui veulent s'exprimer de s'exprimer, tout en permettant aux autres qui sont dans la ville de continuer à y vivre, à se déplacer, à aller faire ses courses, à ouvrir son magasin, à entreprendre. Et c'est ça pour moi l'exigence du maintien de l'ordre. C'est pas toujours un exercice très facile, il faut le reconnaître. Trouver ce juste équilibre, et c'est le dur métier des forces de l'ordre que de le faire. Merci. Et avant de passer aux questions chapeau, pour finir, quelle place seriez-vous prêt à accorder à l'ensemble des associations et collectifs citoyens dans la gouvernance de la ville? Moi, je crois qu'un projet de ville, c'est pas qu'un projet de la municipalité, des élus, je l'ai dit, et des services de la ville. On ne réussira la transition écologique et sociale sur la ville que si on le fait tous ensemble. Donc il faut à la fois, je l'ai dit, reconnaître de nouveaux droits pour permettre à ceux qui portent des visions, des convictions de s'exprimer, que ça s'exprime dans le cadre politique local, d'où mon droit d'initiative citoyen. Que l'on puisse, en très grande proximité, dans chacun des quartiers, permettre à ceux qui y habitent de s'exprimer, de participer. Et les associations, elles jouent un rôle fondamental. Parce qu'à un moment, elles fédèrent un ensemble de citoyens, d'habitants qui défendent une cause, un engagement. Donc il faut que ce dialogue il puisse vivre, il puisse exister. Je ne veux pas d'une municipalité refermée, je ne veux pas d'une municipalité verticale, je ne veux pas d'une municipalité qui se replie sur l'acte administratif. Voilà, moi j'assume, c'est ma façon de faire, c'est ce que j'essaie de porter dans mes responsabilités précédentes en charge de la réforme de l'État. C'est comme ça que je vois un peu le nouvel âge de l'action publique. Plus ouvert, moins... Et du coup, pour finir, oui, on va vous proposer un chapeau dans lequel on a mis une quinzaine de questions, et vous avez en pioché 3. D'accord. Si vous ne savez pas répondre à une des questions, vous pouvez passer à la suivante. C'est à vous de les lire à voix haute. Mais attendez, il y en a une première qui s'y ajoute et qui est obligatoire. C'est pourquoi protéger la biodiversité? Pourquoi protéger la biodiversité? Parce que c'est l'avenir de l'humanité qui en dépend. Nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas venus seuls. Et nous ne survivrons pas seuls. Nous avons besoin des autres, de notre écosystème, de la nature, des espèces. Et l'idée, c'est de ne pas imposer l'homme dans la nature, c'est comment il vit avec. Et ça a toujours été l'histoire de l'humanité. Ça a toujours été l'histoire de l'humanité. Donc vous avez après... Alors, les 3 questions. Voilà, vous avez 1 minute, on vous laisse 1 minute. Je sens que ça va être difficile. Non. Ah si, je sens que ça va être technique. Après, si c'est trop technique, voilà, vous pouvez passer et poser. C'est pas piège. Ah, les méga-feux représentent-ils un risque pour Bordeaux? Lequel? Alors, comment? Ou lesquels, voilà. Ou lesquels? Ah ben, je dirais, ils en représentent... il y a 2 risques. D'abord, on est dans un territoire particulier, puisqu'on est bordé. La métropole, j'entends Bordeaux comme la métropole, j'imagine c'est comme ça que vous le voyez, même si vous n'avez pas à me répondre, j'ai compris les règles du jeu, mais c'est comme ça, je le vois. On est bordé de forêts. On est bordé de forêts, et donc on a un risque évident, immédiat, c'est qu'on pourrait avoir un grand feu qui se déclare aux portes de nos villes. Et donc, le premier des risques, c'est un risque humain, puisqu'on est très proche, il y a même des habitations. Et le deuxième, c'est la qualité de l'air. Parce qu'un méga-feu dans notre forêt girondine, c'est un problème de qualité de l'air que nous respirons. Merci. Merci. Alors je passe à la suivante. C'est ça? Oui, c'est ça. La ville de Bordeaux est-elle concernée par la montée des eaux? Oui, je crois. On est en plus ici en bord de Garonne. Donc il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas concerné par la montée des eaux. Tout notre littoral est concerné par la montée des eaux. Et nous sommes une ville bordée par un estuaire qui lui-même est ouvert sur l'Atlantique. Et la montée des eaux concerne tout le monde. Et de toute manière, la question de la montée des eaux, la protection du littoral, il ne faut pas la voir comme un sujet strictement bordelais. Moi, je ne vois pas une ville et une métropole qui regarderaient que son intérêt particulier. On est dans un territoire, on l'a vu
à Soulac, on le voit sur le bassin d'Arcachon, le retrait du littoral qui est lié aussi à la montée des eaux, comment on accompagne la mutation du territoire. Merci. On vous laisse passer à la dernière et ultime question. Alors, d'où vient l'eau potable de Bordeaux? Alors pas facile, je crois qu'on pioche de plus en plus l'eau que nous buvons dans les territoires autour, et notamment dans le Médoc, puisqu'il y a un projet poursuite d'un projet d'aller chercher l'eau là-bas, ce qui pose toujours la question un peu de notre équilibre territorial. C'est-à-dire on voit bien que dans la fracture qui est la nôtre, comment les territoires autour bénéficient de notre richesse. Donc il faut toujours qu'on soit dans le donnant-donnant, y compris sur l'utilisation des ressources. Il faut aussi voir pour ces territoires-là les ressources comme une source de développement, une source de revenus. Par exemple, moi j'ai fait la proposition de développer un partenariat autour de l'énergie. Les territoires ruraux autour de nous, ils peuvent nous aider à alimenter en énergie verte. Par exemple du photovoltaïque, de l'éolien, valorisation de la biomasse. Et nous, ça nous permettra d'avoir une empreinte carbone beaucoup plus faible. Donc je trouve que cette question-là, elle mérite d'être vue au regard de notre vision territoriale, parce que nous ne sommes pas seuls. Très bien, je sais pas si peut-être un petit mot pour conclure. Eh bien oui, merci beaucoup d'être venu, Merci de prêter à l'exercice. Oui.